Bonsoir à tous et toutes, bienvenue pour cette session de questions-réponses autour de la facturation électronique. Je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter, pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Je vois que vous êtes déjà une vingtaine à vous être connectés de manière bien ponctuelle. On vous remercie. Je m'appelle Manueline. C'est moi qui vais animer cette session. Et puis, dans quelques instants, je vais vous présenter notre expert qui, après une expérience intense ces derniers mois sur le sujet de la facturation électronique, va vraiment pouvoir vous épauler et répondre à un maximum de vos questions. Alors, je vais tout d'abord vous demander, le temps que tout le monde nous rejoigne, bonsoir à tous, d'utiliser l'onglet discussion du webinaire pour nous expliquer qui vous êtes, quelles sont vos attentes ce soir. Est-ce que vous avez déjà participé à d'autres webinaires ou sessions de questions-réponses? Peut-être y a-t-il encore des détails sur lesquels vous souhaiteriez avoir des réponses ce soir, ou inversement, êtes-vous en train de découvrir le sujet et on démarre vraiment alors sur les bases et on vous les rappellera évidemment ce soir. Donc n'hésitez pas à nous partager sur le chat qui vous êtes. Alors attention, il y a deux endroits, deux espaces pour échanger avec nous. Il y a la discussion du webinaire où on peut être dans des échanges plus libres. Donc, c'est là que vous pouvez nous partager votre métier, ce que vous attendez de cette session ce soir. Est-ce que vous avez déjà participé à d'autres webinaires ou sessions de questions-réponses? Et d'autre part, je vois que Rodolphe a déjà découvert le deuxième onglet, qui est l'onglet de questions-réponses. Donc, je vous proposerai d'utiliser pour vos questions l'onglet questions-réponses, et pour les réflexions plus générales, n'hésitez pas à échanger avec nous sur l'onglet chat discussion du webinaire. Eh bien, vous êtes une trentaine à nous avoir déjà rejoints. Et Rodolphe, si vous n'avez pas de son, le problème doit a priori venir de votre côté, puisque les autres participants nous entendent. Donc, ce soir, c'est une session de questions-réponses. Donc, on ne va pas partager pendant 1 à 2 heures des slides, mais bien collecter vos questions. Donc, n'hésitez pas à échanger avec nous pour vos questions sur l'onglet questions-réponses. Rodolphe, je vais vous demander pour tout ce qui est réflexion plus générale ou problème technique d'échanger sur l'onglet discussion du webinaire. Et je dois également vous dire que aujourd'hui, si nous pouvons consacrer ce moment d'échange avec vous, c'est grâce au soutien du syndicat neutre pour indépendants qui organise encore d'autres sessions, hein. Donc, si on n'a pas répondu à toutes vos questions aujourd'hui, il y a encore plusieurs jeudis et lundis pendant lesquels vous pourrez participer à d'autres sessions de questions-réponses. On voudrait également remercier Digital Wallonia, l'Agence du numérique et la région Wallonne de soutenir cette initiative de soirée questions-réponses. Voilà. À Brassard, n'hésitez pas, je vois que vous nous dites bonsoir sur l'onglet questions-réponses, à échanger ce genre d'infos sur la partie discussion du webinaire. Et puis, le temps de prendre connaissance des quelques informations que vous partagez, eh bien, je vais laisser Eric, notre expert ce soir, se présenter en quelques mots. Et vraiment, je vous rassure, nous avons vraiment à nos côtés la bonne personne ce soir pour nous épauler et pour répondre de manière très précise à vos questions. Et je n'ai pas encore vu une seule question à laquelle il n'avait pas pu répondre. Donc, si vos questions sont vraiment spécifiques par rapport à une situation particulière, n'hésitez pas, nous tenterons de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Je te passe la parole, Eric, et pendant ce temps-là, j'analyse un petit peu les premiers commentaires. Bonsoir Manueline, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc je m'appelle Éric Bertrand, je suis informaticien de gestion et j'ai une assez longue expérience voilà, de la facturation électronique et de l'implémentation de tous ces outils dans les entreprises. Donc j'étais confronté et je suis encore confronté
nombreux cas de figure compliqués pour le moment. Où, effectivement, on voit déjà dans les commentaires qu'il y a pas mal de cas particuliers, de cas spécifiques qui font qu'on peut conclure que toutes les factures n'arrivent pas parfaitement là où elles devraient. Et donc, je pense qu'on va pouvoir décortiquer un petit peu tout ça et préparer aussi des questions pour jeudi, donc où on refait à nouveau une séance. Donc, si je n'ai pas le temps matériel de répondre à toutes les questions, on continuera certainement jeudi. Donc, n'hésitez pas voilà, à nous rejoindre et à poser des questions dès maintenant. Je les reprendrai et où je les préparerai si c'est nécessaire pour avoir une réponse parfaitement complète. Euh, voilà, déjà dans l'introduction, il disait qu'on rencontre quand même pas mal de problèmes de lancement, ce qui a priori est normal, hein. Cela étant, globalement, étant donné l'évolution que représente la mise en œuvre de cette facturation électronique structurée par le réseau PayPal, obligatoire donc pour les assujettis TVA depuis le 1er janvier 2026, eh bien, je vais dire que ça se passe malgré tout pas trop mal. En fait, si on regarde dans la globalité, on a un taux de retour, je vais dire, qui est présent. Hein, donc, on a des difficultés, des problèmes se posent, mais globalement, en fait, c'est pas la catastrophe non plus. Donc, les factures partent, les systèmes fonctionnent. Globalement, c'est plus aisé et plus simple à utiliser que la facturation dans les systèmes antérieurs. Donc, on est plutôt sur quelque chose de globalement satisfaisant. Alors, on a déjà, peut-être hein, pour poser les bases, Eric, on a Hélène qui nous demande si elle est concernée par cette démarche. Donc, je te propose peut-être de recadrer qui est concerné par l'envoi et la réception de factures via PayPal, s'il te plaît. Eh bien, donc, c'est une obligation hein, qui est issue de la Commission européenne hein, qui va s'imposer pour tous les pays donc de la CE au 31 du 12 2029 au plus tard. On est premiers bons élèves en Belgique hein, où cette directive européenne a été mise en application par un arrêté royal donc 8 juillet 2025 dans laquelle il est imposé l'échange des factures au format électronique par le réseau PayPal à partir du 1er janvier 2026 entre assujettis belges, à l'exception des articles 44 qui sont en fait des exceptions pour les métiers paramédicaux et médicaux. Donc, c'est les seules exceptions. Après, donc en fait, si vous êtes indépendant, même au forfait ou à la franchise, vous êtes concerné également. Vous allez dire également, tiens, oui, mais je n'envoie jamais de facture. Oui, mais vous en recevez, donc vous êtes concerné également. Donc, l'essence en fait de cette législation, c'est l'échange donc de cette facture électronique entre assujettis à la TVA. C'est ça la base. Donc, si vous l'êtes, vous êtes concerné. Et donc là, tu viens de répondre à Marie, Eric, qui nous disait, est-ce qu'il est possible d'avoir un compte PayPal gratuit? Elle, Marie, n'émet pas de facture car elle est indépendante complémentaire esthéticienne, qu'elle travaille avec des particuliers et donc elle a surtout besoin de passer par PayPal pour recevoir des factures et donc elle se questionnait notamment sur Dockle et elle Oui. parlait aussi, deuxième question à l'intérieur de la sienne, la réception d'achat à l'étranger. Donc, la réception de factures d'achat en provenance de l'étranger. Oui. Euh, donc, si vous avez un interlocuteur étranger qui est présent sur le réseau PayPal, qui est déjà présent sur le réseau PayPal, on a l'Italie qui est déjà bien avancée, hein, qui a déjà voilà, pas mal de fournisseurs, en tout cas pour des assujettis belges qui reçoivent déjà des factures par ce biais, mais également voilà, d'autres pays. Hein. Donc, le réseau PayPal, il est international et mondial. Donc, on a des abonnés sur le réseau PayPal au Canada, aux États-Unis, en Australie, essentiellement les pays occidentaux. Donc, vous pouvez avoir donc des interlocuteurs présents sur le réseau PayPal partout dans le monde, ce qui est pratique pour des gens qui font de l'import-export, ce qui garantit en fait l'échange des documents dans un environnement sûr et fiable, ce qui est plutôt rassurant. Maintenant, pour revenir donc sur un assujetti belge qui devrait recevoir des factures de la France, par exemple,
Si vous avez un interlocuteur qui est bien présent sur le réseau PayPal, eh bien, il suffira de lui transmettre votre identifiant PayPal 02 08 2 points, votre numéro de TVA dans la majorité des cas. Et à ce moment-là, bien, oui, il pourra vous transmettre ses factures par ce biais-là. Maintenant, s'il n'est pas sur le réseau PayPal, mais que vous êtes assujetti à la TVA, s'il s'agit donc d'un interlocuteur international, donc admettons un Français dans mon exemple, eh bien, vous n'êtes pas tenu de recevoir cette facture de manière obligatoire de par cette législation du 1er janvier 2026. Donc, c'est plus pratique de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, l'obligation concerne uniquement les assujettis belges. Voilà. Alors, on est toujours un peu dans la même famille de questions, Eric. D'une part, on a plusieurs personnes ce soir qui ne sont pas assujetties à la TVA, mais qui se demandent si PayPal va quand même arriver dans leur flux de gestion administrative dans le futur, notamment Hélène qui travaille dans le paramédical et la psychologie. Elle se dit, bon, ok, j'ai compris, aujourd'hui, je ne dois pas, mais est-ce que je dois déjà me préparer pour le futur? Et puis d'autre part, on a aussi Laurence, et pas que, on a aussi monsieur ou madame Colas, je n'ai pas le prénom, qui exprime ne pas avoir de numéro de TVA, mais par contre, leur fournisseur exige de leur envoyer les factures par PayPal. Donc, je n'ai pas de numéro de TVA. Est-ce que je dois quand même me préparer? Et comment je fais pour la réception? Voilà. Donc, globalement, on a compris que l'obligation, à travers les assujettis TVA, de faire cet échange va faire tache d'huile. Donc, en fait, quand on va avoir des fournisseurs ou des clients qui sont en dehors du réseau PayPal, eh bien, en fait, ça va être handicapant. Et donc, pour, je vais dire, se faciliter la tâche, pour être plus efficace, pour être plus fiable, pour être plus sûr en termes de sécurité digitale, eh bien, on va avoir tendance à, même si ce n'est pas obligatoire, à s'inscrire quand même sur le réseau PayPal. Je faisais allusion tout à l'heure à l'exemption des articles 44 donc pour les métiers dits thérapeutiques. Et bien dans ce cas, on pourrait dire qu'ils ne sont pas obligés de le faire, mais on a énormément de médecins, de kinés, qui le font malgré tout, parce que quoi de plus simple que de recevoir ses factures donc dans sa boîte PayPal automatiquement et de là la faire évoluer, la faire évoluer vers des paiements ou la faire évoluer vers son comptable pour les déclarations ou pour ses bilans. Donc, je vais dire que c'est intéressant de le faire pour rester compatible avec les autres acteurs socio-économiques assujettis à la TVA. Et puis, je dirais que c'est également intéressant de le faire maintenant, donc même si ce n'est pas obligatoire, des ASBL, par exemple, qui ne sont pas assujettis à la TVA, pour lesquels il pourrait être intéressant de le faire, et on a beaucoup qui le font. Eh bien, on va voir aussi comment dire, un apprentissage. Le fait d'être confronté à ces technologies dès le début, eh bien, va permettre en fait de s'adapter, de se préparer au futur. C'est un futur que j'ai abordé dans plusieurs séminaires donc, que j'ai donné avec le CNI ici, donc, qui sont disponibles en podcast, vous pouvez revoir. Et donc, vous verrez en fait là-dedans que je fais allusion à toutes les parties liées à l'intelligence artificielle et au traitement automatique des données. Et le fait d'avoir cette possibilité, donc, avec cette facture structurée qui est parfaitement intelligible par une intelligence artificielle, d'en exploiter en fait la teneur de manière plus évoluée que ce que on fait à l'heure actuelle avec une simple ligne d'imputation dans une comptabilité. Donc, on va avoir une exploitation des contenus pour des calculs de prix de revient, pour des vérifications de prix d'achat, pour peut-être voilà du traitement statistique divers et variés qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre à la main et que des intelligences artificielles pourront faire. Donc, sur vos logiciels et sur vos outils et sur vos plateformes, vous allez voir naître donc dans les mois et les années à venir, des fonctionnalités de plus en plus évoluées sur le traitement de cette facture électronique structurée du réseau PayPal, mais en plus, il va être possible d'échanger d'autres types de documents que la facture, parce que le réseau PayPal permet d'échanger des offres, des bons de commande, des bons de livraison, et vous allez avoir apparaître dans pas mal de logiciels des fonctionnalités complémentaires au-delà de la facture qui pourront également être automatisées et exploitées de manière plus efficace avec de l'intelligence artificielle. Donc, plus tôt vous y mettrez, plus vite vous mettrez à pratiquer ces outils, mais plus facile vous aurez à vous adapter aux évolutions.
Donc, si je tente de résumer ce qu'on a déjà pu apporter comme réponse ce soir, Eric, d'une part, tout assujetti belge à la TVA, que j'émette une facture par an ou des dizaines, des centaines, je suis concerné par une connexion PayPal. Si je suis indépendant, assujetti ou non, et je reçois d'autres entreprises des factures, c'est un plus de déjà se connecter à une plateforme pour recevoir mes factures d'achat. Donc, d'une part, il y a les factures de vente, mais il y a les factures d'achat. Tu nous conseilles de déjà choisir une plateforme dès à présent, même si on l'utilise encore que très peu. On a des questions assez spécifiques de quelques-uns et quelques-unes d'entre vous sur des outils en particulier, c'est-à-dire que, par exemple, Nathalie détecte des problématiques par rapport à Bill2Box. On a également euh, je vais retomber dessus dans quelques instants. On a plusieurs d'entre vous qui nous posent des questions spécifiques qui sont Oui. plutôt de l'ordre de l'usage de la plateforme que vous avez choisie. Nous ne pourrons pas aujourd'hui vous répondre sur tous les cas particuliers à l'intérieur de chaque plateforme. Je n'ai pas reçu, je reçois. Par contre, on a une question qui va pouvoir aider la plupart d'entre vous de Diane. Diane, elle reçoit encore des factures papier. Donc, j'imagine, Diane, vos factures d'achat. Est-il possible de les mettre soi-même sur PayPal? C'est une question intéressante. Oui, donc il faut passer par un logiciel, hein. Donc la facture papier, la facture Word, Excel, tout ça, c'est terminé en fait, hein. Donc l'idée, c'est on utilise un logiciel, hein. Donc ça répond en même temps à la question d'Hélène, hein. Donc Hélène Leblanc. Donc on utilise donc un logiciel qui va se connecter à PayPal. Et donc ce logiciel ou cette plateforme web va vous permettre de vous identifier sur le réseau et de recevoir vos factures, mais également de émettre, de créer des factures avec cette plateforme pour les envoyer. Donc vous devez choisir un logiciel. Quand vous avez choisi cet outil, donc cette plateforme web ou ce logiciel qui peut être compatible avec votre comptable ou peut-être un ERP, eh bien, quand vous avez donc déterminé, choisi ce logiciel, que vous l'avez installé ou que vous êtes connecté dessus, vous pourrez ensuite, avec cet outil, vous connecter au réseau PayPal. À partir du moment où vous serez connecté sur le réseau PayPal avec cet outil, vous allez recevoir vos factures et vous pourrez en envoyer vers des tiers. Donc ça veut dire qu'à la place de rédiger des factures manuscrites ou des factures donc avec Word ou avec Excel, vous les encoderez sur cet outil et vous aurez un bouton envoyer qui permettra donc de faire l'expédition de ces factures pour les acheminer vers votre destinataire qui lui aussi aura un logiciel qui sera capable donc de recevoir ces factures pour pouvoir les payer ou les envoyer vers son comptable ou les exploiter pour les refuser par exemple, hein, ou les analyser. Oui, donc ici, tu parlais des factures de vente, hein. Donc, Mhm. essayons dès aujourd'hui et vous verrez que quand vous aurez fait le grand plongeon, votre quotidien sera vraiment facilité. Essayez d'émettre toutes vos factures à l'intérieur de ces plateformes. Elles ont été pensées pour vous aider. Vous gagnerez beaucoup plus de temps que de faire des copier-coller dans Word, que de rédiger Mhm. des documents papier. Ici, Diane nous questionnait sur les factures d'achat qu'elle va encore recevoir en version papier, qui ne lui seront pas envoyées sur PayPal. Si mes souvenirs sont bons, Eric, on va suivre un flux classique de les scanner, les envoyer à son comptable et les entrer dans la comptabilité. Oui, donc voilà, c'est-à-dire que si on est assujetti à la TVA, donc on n'est plus censé faire des échanges papier, hein. C'est ce que j'expliquais juste avant. Maintenant, si malgré tout vous recevez des factures papier de tiers qui ne seraient pas assujettis TVA, par exemple, dans ce cas, vous conservez effectivement bien la même méthode. Alors, on peut parler d'un autre cas, donc la même méthode que vous pratiquiez avant, quoi, hein. Donc, vous scannez, vous envoyez à votre comptable ou vous la donnez dans une farde, peu importe. Donc, rien ne change, je vais dire. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que vous receviez une facture au format email, par exemple, avec un PDF, alors que vous auriez dû la recevoir par le réseau PayPal, hein, en assujetti TVA, qui ne vous l'envoie pas par le bon moyen. Premièrement, cette facture est valable.
Donc la créance est éligible pour peu que le matériel ou les services vous ont bien été livrés. À partir de là, vous devez la traiter comme un original, donc la transmettre par exemple à votre comptable ou l'encoder dans vos logiciels pour la déclaration TVA. Et donc ce sera ce document que vous avez reçu qui n'est pas approprié au format PDF par exemple, alors que votre tiers était assujetti TVA, malgré tout, c'est un original, malgré tout, il est éligible, mais le tiers, donc votre fournisseur par exemple, qui aurait dû vous l'envoyer par le réseau PayPal, eh bien, a commis une infraction au terme du code TVA et donc éventuellement risque d'avoir une amende de 1 500 euros à première infraction, 3 000 à deuxième, 5 000 et ainsi de suite. Donc, pour les infractions suivantes qui peuvent être constatées tous les 3 mois. Donc, si une facture arrive de manière inappropriée par le réseau PayPal, la personne qui commet cette infraction risque une amende, mais par contre, la facture reste éligible. Donc, toutes les autres législations restent d'application. Donc, les méthodes de recouvrement, l'éligibilité des créances, les délais, les clauses pénales, intérêts, enfin, tout ça reste d'application. En original, c'est le premier document que vous recevez. Si on vous l'envoie par PDF, eh bien, c'est celui-là. Donc, c'est clair que, voilà, il y a un risque d'avoir une amende, mais la facture est éligible, quoi. Et donc, ça répond également, comme ça on clarifie bien ce point. On avait une question de monsieur et madame Collas. Que faire lorsqu'un client n'est pas assujetti à la TVA et donc n'est pas enregistré sur PayPal? Est-ce que l'envoi par email classique est-il légal dans ce cas? Oui. Donc, si la personne à qui vous envoyez des factures n'est pas assujettie à la TVA, dans ce cas, vous pouvez continuer à lui envoyer par le moyen que vous jugerez utile, quoi. Donc, rien ne change dans ce cas. Donc, le changement est imposé aux assujettis TVA, tandis que les non assujettis, donc s'ils avaient un échange entre deux personnes et donc une est assujettie et l'autre pas, dans ce cas-là, l'obligation n'est pas d'application. Et alors, deux personnes qui ne sont pas assujetties, ni moi, ni Oui. le client, eh bien non, on ne passe pas par PayPal aujourd'hui. En tout cas, c'est pas obligatoire. Maintenant, Voilà. on peut, si on imagine deux ASBL qui sont inscrites sur le réseau PayPal, aucune des deux n'est assujettie à la TVA, mais Pour elles Annick pourraient l'utiliser. Lemont, hein. Voilà, oui. Pardon, Eric, je précisais que tu étais en train de répondre à Annick Jullemont. Ok, voilà. Je sais pas si ça a été clair. Voilà, Donc, donc bien sûr, vous pouvez passer par une plateforme qui vous facilitera la rédaction de documents d'envoi de réception, mais donc légalement, si vous n'êtes pas assujetti et que vos clients ne sont pas assujettis, vous n'êtes pas obligé de passer par PayPal. Alors, on a à nouveau une question sur cette particularité de l'article 44 avec Nathalie Bozet, Eric, qui, elle, a une TVA mixte. Donc, oui. certaines prestations sont assujetties et d'autres pas. Comment tu lui conseilles de fonctionner? Mais au maximum par le réseau PayPal, mais ça dépendra toujours de ses interlocuteurs. Donc, si elle transmet des factures à un non assujetti, c'est clair qu'il n'y aura pas de. Et qui ne serait pas inscrit sur le réseau PayPal, il n'y aura pas d'autre moyen que de l'envoyer voilà, par la méthode, par email ou en main propre, que sais-je d'autre. Donc, c'est clair qu'il faut privilégier PayPal dans des cas comme ceux-là pour éviter la complexification des flux. Mais partant de là, en tout cas, on a toujours la possibilité d'émettre des factures, je vais dire, sans passer par le réseau PayPal et dans le même journal de vente. Donc, on a un journal de vente qui, je rappelle, doit aller dans un sens de numérotation croissante, facture 1, 2, 3, ainsi de suite, et date croissante. On peut avoir la facture 2 qui est sur le réseau PayPal, la 3 qui est envoyée par email, la 4 qui a été imprimée, la 5 qui passe par le réseau PayPal, et ainsi de suite. Donc, on peut gérer ça dans le même outil. Donc, les logiciels sont capables de faire ça en général, quoi. Ok, merci beaucoup. Alors, nous avons également une question. Une société française, les sociétés françaises qui ont un établissement stable sur la Belgique, doivent-ils s'inscrire? J'imagine que la question est, est-ce que cette société est assujettie à une TVA en Belgique?
Oui, c'est ça. En fait, Pas forcément. oui, c'est pas forcément, exactement. Donc, en fait, un assujetti français peut avoir un numéro de TVA belge. Un assujetti belge pourrait avoir un numéro de TVA français en plus de son numéro de TVA belge, hein. Donc, ça dépendra donc de son obligation à disposer d'un numéro de TVA, à faire des déclarations TVA dans le pays concerné. Et à partir de là, il sera tenu en fait d'être capable d'envoyer et de recevoir des factures par le réseau PayPal avec ce numéro de TVA là, en fait. Alors, il y a un petit peu des difficultés autour de ça parce que, a priori, on est censé recevoir des factures euh, donc que par un seul identifiant par entreprise, mais effectivement, c'est un cas d'exception. On doit être capable de gérer en fait plusieurs numéros d'entreprise par entité sur le réseau PayPal. Et donc, certains logiciels sont capables de le faire, certaines plateformes sont capables de le faire. Donc là je vous renvoie plutôt vers des informaticiens de gestion comme nous pour vous donner le choix d'outils qui sont capables de le faire, quoi. Alors, je vois une question de Nazim qui nous demande s'il y a un format spécifique à la facturation électronique parce qu'elle nous dit qu'elle a reçu des factures en format PDF directement par le réseau PayPal. Donc, je suppose, Nazim, sur la plateforme que vous avez choisie pour vous connecter à PayPal et d'autres factures, vous les avez reçues en format PDF par mail. Alors moi, je sais que quand j'envoie mes factures de vente, je peux choisir d'envoyer sur le réseau et d'envoyer une copie par mail. Je pense que vous devez être attentif. Est-ce qu'il est écrit pro forma sur ce document ou est-ce que c'est votre facture aussi officielle, Eric? Oui. Tu nous avais Oui, en dit fait, une nuance. il y a plusieurs notions ici, mais donc la notion de l'original qui est décrite dans le code TVA, il n'y en a qu'une, de facture originale, c'est la première qu'on reçoit, dans laquelle il n'est pas indiqué dessus duplicata, copie ou proforma. Et donc en fait, tous les duplicata, toutes les autres versions, je vais dire, de la facture originale, ben, sont censées être flanquées d'un moyen d'identifier qu'il s'agit d'un duplicata. Voilà, bien souvent, on se retrouve avec une facture qui est envoyée une fois par email, une fois par le réseau PayPal, et cette mention n'existe pas, évidemment, hein. Donc, c'est en pratique un peu voilà, usité. Donc, voilà, on doit faire le tri dans ces factures. C'est clair que dans les logiciels, avec la facture structurée, la richesse de l'information présente dans la facture PayPal, on arrive facilement à détecter les doublons. Mais c'est clair qu'on voit régulièrement des entrepreneurs demander à ce qu'on ne leur envoie plus de duplicata par email ou par courrier pour ne plus utiliser que le format PayPal, ce qui est évidemment privilégié et ce qui facilite, je vais dire, le traitement des doublons. Alors, je vois les questions apparaître, hein, ne vous inquiétez pas, on va tenter d'arriver au bout. Une notion de base à reprendre, Eric, si tu veux bien. Le fait que PayPal n'existe pas, est virtuel, est Oui, virtuel sur le web, un peu comme votre adresse email. Vous n'y avez accès que en vous connectant à Outlook, à une boîte mail. Autrement, PayPal est un peu invisible en quelque sorte. Et donc, on a Hélène qui nous demande si PayPal est une appli à télécharger. Non, il n'y a pas d'appli qui s'appelle PayPal, mais il y a des plateformes et des logiciels qui permettent de se connecter à PayPal. Et Vincent nous demande, peut-on migrer d'un logiciel PayPal à un autre? Alors, de nouveau, il n'y a pas de, si on utilise vraiment les bons termes, il n'y a pas de logiciel PayPal, mais il y a des logiciels qui se connectent à PayPal. Et comme n'importe quel autre logiciel, vous pouvez décider à un moment de changer votre opérateur. Vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez passer de Proximus à Orange si vous le souhaitez. Mais le numéro de téléphone ne vivra qu'en ayant votre abonnement Proximus, Orange, et je vais donner un troisième base pour être fair play. Mais donc voilà. voilà. Et je Et, vois qu'on nous a préparé justement une vidéo ici, Eric. On te suit. voilà, je vais prendre une petite notion, enfin, je reprends des choses depuis le début et refaire voilà, une petite explication donc, en fait sur le chemin que fait une facture et le principe de fonctionnement. Et donc, en fait, sur ce dessin, qu'est-ce qu'on voit? On a un émetteur de facture, un récepteur, et on a un logiciel qui va aller d'abord interroger
Le réseau, donc un logiciel, c'est un programme de facturation en ligne ou physiquement préparé, installé sur votre ordinateur, dans lequel vous pourrez encoder une fiche client avec un numéro de TVA ou avec un identifiant PayPal. Et donc, un identifiant PayPal, c'est un peu comme une adresse email en réalité. Et votre logiciel de facturation, ben, c'est un peu comme Outlook. Donc, il y a une certaine similitude en fait à l'envoi d'une facture électronique par le réseau PayPal à l'envoi d'un email, même si c'est un réseau parallèle et même si ce sont d'autres logiciels et un autre type d'adresse. Mais ce qu'on entend déjà par cette analogie, c'est que toutes les factures que vous envoyez ne sont qu'en transit sur le réseau. Donc PayPal n'existe pas en tant que tel, ce sont des fournisseurs de services et c'est une norme qui permet d'acheminer en fait les factures d'un logiciel à un autre dans un format que les logiciels savent parfaitement comprendre et exploiter. Et donc, quand vous faites envoyer la facture, hein, donc on imagine cet émetteur qui a appuyé sur son bouton envoyer, la première chose que le logiciel fait, c'est qu'il va voir chez le fournisseur de services et dans le grand répertoire des gens présents sur le réseau PayPal qui sont stockés chez le fournisseur de services, qui permet donc de savoir si votre interlocuteur est bien présent sur le réseau. Donc, votre logiciel vérifie immédiatement pour savoir si votre destinataire est là. S'il n'est pas là, eh bien, il vous dira non, cet abonné n'existe pas sur le réseau PayPal, vous ne pouvez pas lui envoyer de facture. Ça n'ira pas. Donc là, votre logiciel vous le dit, donc vous n'envoyez pas une bouteille à la mer, votre logiciel vous informe que donc, vous devez envoyer votre facture par un autre moyen, par email ou par la poste, tout ce que vous voulez. À partir du moment où le logiciel voit qu'il a un accusé de réception, qu'il est actif, eh bien, le logiciel donc compose cette fameuse facture électronique. C'est un fichier XML, hein, qu'on a des fichiers doc ou des fichiers Excel, XLS, ce genre de choses-là. Eh bien, vous avez le fichier qui est envoyé vers le destinataire à travers son fournisseur de services et donc son logiciel. Et là, à ce moment-là, le destinataire va pouvoir, avec son logiciel, et ça va se générer automatiquement, c'est dans la norme, va émettre un accusé de réception. Et cet accusé de réception va arriver en retour jusqu'à l'émetteur. Donc, il n'y a pas de stockage permanent de la facture sur le réseau, pas d'interception par des tiers. C'est très très sûr et très très sécurisé, donc on ne sait pas aller lire le contenu de votre facture à part votre destinataire, sinon la facture n'arrive pas. Et l'accusé de réception renvoie un statut sur oui, est-ce qu'il l'a reçu ou est-ce qu'il n'a pas reçu, est-ce qu'elle est toujours en attente. Et en plus, il y a éventuellement disponible un second statut qui est un business status qui permet de flanquer la facture d'un statut comme refuser, accepter, payer, demande d'information complémentaire. Enfin, il y a 8 statuts différents là autour de ce business status. Tous les logiciels ne l'exploitent pas encore parfaitement, mais à nouveau, c'est des fonctionnalités qui vont fleurir dans les mois et les années qui viennent, quoi. Et donc, Eric, en connexion avec tout ce que tu viens de clarifier à l'instant, Rodolphe nous demandait, ses clients français, ils n'arrivent pas à les inscrire sur PayPal via leur numéro de TVA belge. Alors, euh, nous, on est responsable de s'inscrire, chacun d'entre nous qui avons un numéro sur PayPal, mais on ne pourra pas inscrire quelqu'un d'autre que nous. On ne pourra ni inscrire nos clients, ni nos fournisseurs. Voilà, donc on doit faire avec ses interlocuteurs. Donc c'est clair que si vous avez un assujetti belge et que vous êtes vous-même assujetti belge et que vous essayez d'envoyer à cet assujetti mais il n'est pas présent sur le réseau PayPal, vous savez rien faire quand ça c'est lui qui est en infraction. Et je vais dire, vous, la seule chose qui vous incombe, c'est de faire parvenir cette facture par le moyen que vous jugerez utile, puisqu'il il n'est pas présent sur le réseau PayPal. Maintenant, si vous avez un assujetti français qui a un numéro de TVA belge et que vous essayez d'exploiter, mais qui n'ont pas donc fait l'enregistrement sur le réseau PayPal, alors que le fait de bénéficier d'un numéro de TVA belge, en fait, il rentre dans la législation TVA belge et ils sont tenus de le respecter, hein, ça fait partie de l'harmonisation TVA européenne, eh bien c'est lui qui est en infraction également. Donc, peut-être c'est utile de l'informer, de le renvoyer vers nous, vers des comptables, pour qu'on l'aide à se mettre en conformité, parce que c'est clair que pour des pays tiers qui ont des numéros d'assujettis belges, mais qui n'ont pas encore eu, je vais dire, le rabattage médiatique lié à PayPal comme on l'a eu en Belgique, qui ne comprend pas nécessairement qu'il est en infraction. Et donc, c'est clair qu'un assujetti français
qui bénéficie donc de ce numéro de TVA belge est susceptible de se voir flanquer une amende de 1500 euros en cas d'infraction s'il n'utilise pas PayPal. Hein. Donc, Et on voilà. explique dans ce cas de figure, hein, en fait, je viens d'avoir une information que nous n'avions pas tout à l'heure. Il s'agit d'un comptable qui a des clients assujettis à la TVA. Et donc, le comptable peut suggérer une plateforme, celle que vous, Rodolphe, vous utilisez. Et vous pouvez suggérer l'utilisation de cette plateforme à vos clients, mais c'est eux qui vont devoir faire le pas de se connecter et de s'inscrire à PayPal, à moins qu'ils vous donnent tous les accès, mots de passe et autres. Mais Oui, un mandat surtout. Hein. Donc, voilà. le métier de comptable et d'expert comptable est formellement encadré par rapport aux actions qu'on peut faire ou non pour ses clients. Et donc, vous pouvez éventuellement demander un mandat à votre client qui vous autoriserait donc à faire son enregistrement sur le réseau PayPal et à exploiter une plateforme quelconque pour lui. C'est encore quelque chose de possible. Hein. Donc, ça, on a des comptables qui font également ça. Il y a une autre question spécifique autour de la franchise. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette question, s'il te plaît? Absolument. Alors, franchise TVA, ce qui se passe, c'est que c'est des chiffres d'affaires inférieurs donc à 25 000 euros. Et donc, à partir du moment où vous êtes franchisé, assujetti à la TVA, ben, vous êtes tenu de respecter la législation donc d'application au 1er janvier 2026 sur la facturation électronique. Donc, vous devez utiliser cela pour peu que vous ne soyez pas dans l'exemption des articles 44. Mais si ce n'est pas le cas, ben, vous devez effectivement être présent sur le réseau PayPal au moins pour la réception des factures. Tandis que pour l'émission, ben, si vous envoyez des factures vers des assujettis TVA, bien sûr que vous devez utiliser une plateforme également. Par contre, si vous n'émettez des factures ou plutôt des créances que à des non-assujettis, eh bien dans ce cas, vous pouvez vous inscrire uniquement en réception avec Dockel, par exemple, et ce sera suffisant pour être en conformité avec la législation. Donc, si vous n'émettez pas de factures vers des assujettis, ce sont uniquement des ventes comptoirs, des tickets de caisse, ce genre de choses-là, eh bien là, vous pourrez vous contenter de voilà, d'une plateforme comme Dockel pour faire uniquement la réception, ce sera suffisant. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous devez être présent sur le réseau PayPal à l'exception des articles 44, donc les prestations thérapeutiques qui sont tout à fait cadrées par le législateur à nouveau dans le code TVA. Alors, merci beaucoup Eric, on a plusieurs questions qui sont vraiment spécifiques par rapport à des programmes. Hein. Mhm. Comme je le disais tout à l'heure, Nathalie, voilà, elle rencontre des problèmes de un des deux acteurs pense avoir bien envoyé sa facture par PayPal, l'autre dit ne pas l'avoir reçue. Bon, nous, on ne peut que vous conseiller d'aller vers le service après-vente, entre guillemets, et le support technique et le support formation des plateformes sur lesquelles vous avez pris vos abonnements. Par contre, il y a une question qui est quand même intéressante, c'est quelle est ma responsabilité dans tout cela? Donc, je peux prouver que j'ai pris un abonnement envers une plateforme, sur un site web, que je suis bien connecté à PayPal, et puis il y a éventuellement des bugs, et j'ai vraiment, avec toute la bonne volonté du monde, suivi le protocole, mais il y a eu des problèmes dans les envois, donc vous êtes bien, attention, responsable de l'envoi, la Oui. réception, pas. C'est bien cela, hein? Et pour la réception, voilà, si votre fournisseur ne vous envoie pas les factures par le réseau PayPal alors qu'il le devrait, à part lui signaler, vous ne pouvez rien faire d'autre en fait. Hein. Maintenant, je répondrai à cette question en deux parties. Hein. Je vais répondre, Oui. je vais dire pratique, bonne pratique et précautions à prendre, tests à faire, ce genre de choses-là. Et je vais répondre aussi sur les aspects plutôt législatifs et en rapport avec l'application des éventuelles amendes. Donc sur l'application, la partie technique, euh, faites des tests. Donc, si vos factures sortent bien de votre logiciel vers un collègue ou vers un fournisseur ou si vous êtes fournisseur, vous envoyez des factures vers un client et que vous avez vos factures qui sortent bien pour un client mais qu'elles ne sortent pas pour l'autre, à part vérifier convenablement votre fiche client et vous assurer que vous avez bien coché la petite case ou le petit sélecteur qui vous dit oui, ce client-là, c'est bien par PayPal qu'on fait l'envoi, vous ne savez pas faire grand-chose de plus. Donc, en fait, toute la question est liée au diagnostic.
où est-ce que ça coince? Est-ce que c'est de votre côté ou est-ce que c'est du côté du tiers? Si aucune de vos factures n'arrive à bon port, c'est clair qu'il faut se poser des questions. Maintenant, si vous en avez une parmi d'autres, il faut peut-être s'interroger sur votre destinataire. Hein, le bon sens prévaut, évidemment. Donc, je pense que faire un essai aussi avec une petite facture d'1 euro vers un collègue pour vous assurer que ça roule, c'est certainement utile aussi. Donc, c'est ce genre de petit test qui vous permettra d'apprendre à maîtriser votre outil et puis de vous assurer que ça fonctionne chez vous. D'un point de vue plus législatif et par rapport aux amendes proprement dites, hein, donc le problème c'est qu'à un moment donné, vous voulez savoir si c'est chez vous que ça va ou que ça ne va pas, mais sur l'application, en fait, le cadre d'application de ces amendes, en fait, il y a encore des directives qui sont en circulation dans les administrations à ce sujet. Donc, les choses ne sont pas encore tout à fait claires sur les cas d'application de ces amendes. Donc, pour le moment, on est dans cette période transitoire des 3 mois hein, que que le SPF a publié, hein, donc l'administration TVA a publié, en disant pendant les 3 mois, pour peu que vous démontrez que vous avez entamé des démarches visant à vous mettre en conformité, eh bien, l'administration fera donc preuve de tolérance et n'appliquera pas donc d'amende TVA. Donc, sous-entendu, inscrivez-vous sur le réseau parce que si vous n'êtes pas inscrit, on ne vous rattrape pas. Par contre, si vous êtes inscrit, mais que ça n'arrive pas tout à fait ou que ça arrive à moitié, ou là, ma foi, eh bien, on laissera passer, en tout cas pour les 3 premiers mois. Est-ce que tu peux nous rappeler, Eric, le site web sur lequel on peut vérifier qui est déjà connecté sur PayPal? Vérifier que nous le sommes bien Oui, et vérifier que nos clients, nos fournisseurs le sont déjà. Ça peut vraiment vous permettre de lever un flou où, d'une part, on vous dirait, mais on ne vous trouve pas, mais si vous pouvez prouver que vous y êtes bien, et d'autre part, absolument. un fournisseur que vous ne trouvez pas peut vous prouver qu'il est bien inscrit. Oui, Voilà, directory.paypal.eu, oui. le note dans le chat. Ça, c'est un outil intéressant. Et alors, on a également PayPal Check qui existe. PayPal Check, je m'en sers aussi pour voir les statistiques d'adoption hein, du réseau PayPal, hein, parce qu'on est avec 1,2 million d'assujettis et on a grosso modo 1 million d'assujettis à l'heure actuelle. Et dans cet outil, sur la page d'accueil, on peut également aller indiquer un numéro de TVA et vérifier donc sur cette plateforme si on est bien présent sur le réseau PayPal, quoi. Donc, 2 plateformes qui fonctionnent bien pour ça. Donc, c'est PayPal Check et PayPal Directory, qui sont 2 outils qui vous permettront de voir si vous êtes bien présent sur le réseau PayPal et si vos interlocuteurs ou vos tiers sont également bien présents dessus. Alors, on a quelques personnes ce soir, Eric, qui sont artistes ou qui travaillent dans les métiers de l'artisanat et qui Yeah. se demandent s'ils sont concernés ou pas. Donc, on a notamment artisan de la découpe et la gravure sur bois. On a un romancier. Ça ne dépend pas de votre métier, ça dépend de votre assujettissement à la Oui, TVA. assujettissement TVA, tout à fait, hein. C'est vraiment, c'est ça le critère, quoi. Est-ce que vous avez un numéro d'entreprise? C'est une chose, mais est-ce que ce numéro d'entreprise est assujetti à la TVA? Et donc ça, c'est est-ce que vous rentrez des déclarations TVA? Est-ce que vous devez rentrer des déclarations TVA? Donc si vous devez le faire, eh bien, vous êtes concerné, quoi, en fait, hein. Donc c'est ça le critère. Alors si vous êtes au régime de la franchise, vous êtes concerné aussi, donc c'est moins de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Bien sûr, si vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes concerné, vous êtes indépendant, voilà, vous avez un numéro de TVA et vous êtes tenu de le faire, absolument, quoi, hein. À tout le moins en réception. Par contre, si vous ne faites que des ventes tickets, ventes comptoirs à des particuliers, eh bien, vous ne devrez pas être capable d'émettre des factures par le réseau PayPal puisque vos clients, voilà, ne sont pas assujettis TVA. Par contre, vous devez être capable d'être présent sur le réseau pour la réception de vos factures. Et c'est pour ça que Dockel est sympa parce que, en fait, c'est un abonnement gratuit dans un cas comme celui-là. Et donc, vous savez recevoir vos factures aisément par ce biais et les consulter facilement. Et puis, ce qui est sympa avec Dockel aussi, c'est qu'ils ont cette vocation de conservation des documents. Et je vous rappelle que vous êtes tenu de conserver vos factures originales à tout le moins 7 ans.
pour pouvoir les restituer à première demande en cas de contrôle TVA, quoi. Et voire plus en cas de documents amortis. Donc, si vous amortissez un bâtiment en 15 ans ou en 20 ans, vous êtes tenu de conserver les factures liées à cet investissement pendant la durée de l'amortissement, hein. Donc, voilà. Alors, on a Myriam hein, qui nous parlait justement de son métier. Elle travaille dans les métiers textiles, hein, articles brodés, floqués, etc. Donc, Myriam, là, on vient de répondre, j'espère, à la première partie de votre question. Mais votre deuxième question était comment faire en sorte de pouvoir continuer à faire des frais lors de vos achats, c'est-à-dire 10% de votre facture d'électricité, d'eau, etc. J'imagine que vous avez votre lieu de travail chez vous. Il s'agit à ce moment-là de factures d'achat. Vous allez continuer à travailler avec votre comptable comme vous l'avez toujours fait, je pense, Eric. Donc, oui, c'est ça, hein, c'est la question en fait, hein, de déduire voilà, des frais personnels ou des frais professionnels et d'en faire bénéficier, je vais dire, la personne physique d'autre part. Donc en fait, tout ça, c'est la répartition en fait des dépenses non admises et des frais. Et donc en fait, peu importe le moyen par lequel la facture rentre, qu'il s'agisse d'une facture qui passe par l'assujettissement TVA, donc pour laquelle vous avez demandé une facture professionnelle, et là où il y a une partie qui sera rejetée lors de déclaration fiscale pour, voilà, par exemple, une facture d'électricité où on occuperait peut-être 25% de son bâtiment privé, eh bien, donc on aurait 75% de rejetés, ou au contraire, vous recevez votre facture en personne physique, hein, donc non assujettie en tant que personne lambda, je vais dire, et à ce moment-là, mais vous pouvez donc transmettre une partie des frais, les 25% que vous voulez mettre donc, pour charger votre activité professionnelle. Et donc, on prend cette facture, on la rend dans ses frais en disant je ne prends en compte que 25% comme déduction de cette facture pour ma charge professionnelle, quoi. Donc, ça marche dans les deux sens et vous pouvez toujours appliquer les mêmes règles. En fait, je reviens à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, donc rien ne change sur les autres législations. Peu importe ce que vous abordez comme sujet, la seule chose qui est imposée, c'est obligation d'envoyer et de recevoir sa facture par le réseau PayPal entre assujettis à partir du 1er janvier. Et donc la déduction fiscale d'une créance ou la dépense non admise reste d'application de la même manière, en fait. Alors, on a encore pas mal de questions intéressantes ce soir. Peut-être une question qui nous a été posée par Nathalie en tout début de session. Où elle nous expliquait hein, qu'aujourd'hui, elle faisait ses factures en Word, elle les enregistre en PDF, elle les dépose sur la plateforme avec laquelle elle communique avec son comptable, et puis elle l'envoie sur PayPal. Et Nathalie, vous nous demandiez, est-ce que je devrais créer directement mes factures avec ce programme? Bien évidemment qu'au niveau de l'ergonomie et du temps, on vous le conseille parce que là, vous êtes en train de démultiplier les étapes et ce passage vers PayPal, tu nous l'as dit et redit, Eric, pendant les webinaires, c'est une opportunité d'avoir à notre disposition des outils performants pour gérer notre comptabilité et notre administratif. Il s'agit de quoi comme logiciel? Alors, Open PayPal. Ah oui, donc ça c'est par le réseau, mais donc en fait il y a un logiciel qui est utilisé pour échanger avec le comptable. Et donc en fonction des logiciels, les fonctionnalités de facturation sont plus ou moins évoluées, quoi, en fait, hein. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on dépose des factures avec une pièce jointe PDF, on a quand même des champs à remplir, qui sont les champs minimums obligatoires pour faire transiter sa facture par le réseau PayPal. Et donc c'est clair qu'on fait un peu deux fois le travail, quoi. Donc c'est mieux d'encoder directement sa facture dans l'outil plutôt que de générer un PDF bancal, si je puis dire, de son côté pour pouvoir le pousser alors sur un logiciel dans lequel on va encore devoir réencoder des valeurs qui risquent à ce moment-là d'être erronées, quoi. Donc, faut se méfier de ça. C'est pas vraiment une bonne pratique en fait. La bonne pratique, c'est j'utilise mon logiciel et ma plateforme pour encoder, réaliser ma facture. Et si j'ai besoin d'un format PDF de mon côté, ben c'est cet outil-là qui va me le générer et me permettre son téléchargement en fait. Mais on encode une fois sa facture et elle est expédiée par le réseau PayPal, ce qui n'empêche pas donc de télécharger un PDF après. Mais ce n'est pas le PDF qu'on génère de son côté qui sert à faire l'expédition de facture, quoi. Voilà. Et puis, on a une question d'Hélène hein, que plusieurs d'entre vous se posent. Oui, effectivement, il va falloir prendre un abonnement. Il y aura quelques frais. Eric, on avait regardé ensemble, ça va de quelques euros par mois. Ça démarre à 3, 4 euros par mois.
On peut aller beaucoup plus haut si on a vraiment une entreprise qui génère beaucoup, beaucoup de factures de vente. Mais vous avez les 4 Dockel qui, lui, est gratuit en réception, quoi, en fait, hein. C'est ça. Donc, Donc, je n'émets pas de facture parce que je ne suis pas assujettie à la TVA, mais par contre, je souhaite en recevoir. Là, je peux fonctionner gratuitement. c'est ça. Et si on voulait en émettre quand même avec Dockel, on peut. Donc, et c'est 3,6 € par mois pour commencer. Donc, c'est quand même pas une ruine. Après, vous avez un tas d'autres solutions qui existent, hein. On avait abordé Billit. On a parlé de Bill to Box tout à l'heure, voilà, on entend de temps en temps dire des choses où ils ont dur aussi à assumer le flux, mais bon, ça va se régulariser. J'ai plutôt confiance en leur plateforme. Voilà, on a tas d'autres logiciels qu'on avait déjà abordés avec des applicatifs intégrés au comptable, hein. On avait parlé de Horus et Falco, on avait parlé de Bob Software et Kite, on avait parlé de Winbooks et Winbooks on Web et la facturation de Winbooks. Enfin voilà, il y a vraiment que l'embarras du choix. Puis alors il y a tous les ERP, hein. On avait abordé donc bien sûr Odoo, mais on a Gecosoft ici, on a Astral Software, on a Virtuosa, on a enfin voilà. Et rappelle-nous, Eric, il y avait une ressource web où on peut aller chercher cette liste de plateformes Oui, qui c'est permettent de dans monétiser le PayPal. tout à fait, c'est dans j'ai pas le lien sous la main là, mais donc en fait c'est le SPF et le SPOE qui publient cette liste. On vous la remettra, on vous la transmettra. Donc en fait il y a oui, donc on a donc un PDF ici relativement long qu'on vous transmettra. Donc le fait voilà, de vous être inscrit à ce séminaire, vous aurez tous des liens, des raccourcis qui seront mis à votre disposition pour recevoir en retour donc tous ces liens, toutes ces informations. On a une question d'Abrassard, hein, je ne sais pas si c'est votre prénom ou nom de famille. Vous avez été faire un achat et à votre grande surprise, on vous a dit que vous étiez déjà connecté sur PayPal. Ok. Et apparemment, vous l'ignoriez. Donc ça, c'est ce qui va vous arriver de plus en plus les prochaines semaines. Et là, j'ai donné les liens tout à l'heure, hein. Vous pouvez aller vérifier sur directorypaypal.be ou paypalcheck.be. Comme ça, vous allez vérifier si vous êtes déjà bien dessus. Peut-être que votre comptable ou que vous, il y a déjà plusieurs mois, aviez anticipé ce changement. Mais donc, a priori, vous êtes en ordre. Oui, mais donc il faut quand même voilà, s'assurer qu'il n'y ait pas de Oui. confusion de numéro de TVA ou de personnes, hein, lors de la rédaction de cette facture. Donc ça, c'est clair que utiliser donc un outil de recherche comme PayPal Directory ou PayPal Check pour vérifier si vous êtes bien présent sur le réseau, c'est vraiment utile. Et puis, il faut que vous puissiez la recevoir et la consulter et l'exploiter, cette facture, l'exploiter au sens de pouvoir éventuellement la transmettre à votre comptable ou de la mettre au paiement. Ici, j'ai bien compris que c'est une facture qui était déjà payée puisque c'était un achat fait directement dans un magasin. Mais donc, il faut quand même maîtriser son flux d'informations pour savoir où ça arrive. Et d'ailleurs, c'est une obligation également et qui relève davantage du GDPR, qui consiste à dire que vous devez être souverain de vos données, en fait, hein. Vous devez savoir où elles sont, vous devez être capable de les stocker pendant 7 ans minima et de restituer à première demande à un fonctionnaire. Donc, vous avez une responsabilité quand même par rapport à l'acheminement de cette facture, à la réception de cette facture, hein. Donc, là, il faut quand même s'inquiéter de savoir où elle est. Ok, alors je vous propose, nous avons encore quelques questions auxquelles on va répondre, mais je vais déjà vous envoyer une petite enquête de satisfaction pour nous aider à continuer à organiser au mieux ces sessions de questions-réponses, puisque nous en avons encore quelques-unes de prévues. Donc si vous avez quelques minutes pendant que nous répondons aux dernières questions, merci de remplir l'enquête de satisfaction que je viens de vous envoyer via cette plateforme d'échange Zoom. On a de nouveau une question de Nathalie qui nous disait, voilà, moi, j'ai des institutions qui ne sont pas encore enregistrées sur PayPal, je dois leur envoyer des factures. Eh bien, vous continuez à les envoyer comme vous l'avez toujours fait si votre client, lui, n'est pas encore sur PayPal, Eric. Oui, absolument, absolument, absolument. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui est important. Ouais. Je fais juste un envoi du lien avec la liste de tous les. Ah, parfait, super. Voilà.
beaucoup. Et puis on a Muriel qui nous expliquait que dans les habitudes hein, de son entreprise, ils sortaient un ticket de caisse, le numéro de TVA de leur client apparaissait sur ce ticket de caisse et ils mettaient ce ticket en frais. Et donc elle nous demande si elle peut continuer à fonctionner comme cela, c'est au niveau de l'ORECA. Ah, oui, alors ça c'est le ticket TVA pour l'ORECA, effectivement, c'est une législation spéciale. Et donc en fait, la souche TVA, comme on l'appelle, hein, dans l'ORECA, est toujours d'application, hein. Voilà. Donc, ça, Ah, c'est, voilà qui est rassurant oui. pour Muriel. Oui, Et donc pour voilà. l'ORECA, donc c'est pas une exemption, c'est une exception en fait sur la transmission du document. Et donc, ouais, voilà, la souche TVA est toujours valide pour l'ORECA. Mais par exemple, Alors on va... Oui, pardon. vous faites une vente facture traiteur, par exemple, là, ça passe par PayPal, hein. Donc, c'est vraiment le cadre donc, de la souche TVA donc, pour les ventes, consommation sur place. Donc, c'est tout à fait cadré, hein. D'accord, ok. Donc attention, Muriel, à bien dissocier si vous faites des ventes traiteurs et si ce sont des clients qui viennent dans votre établissement. On avait donc une question de Vanessa qui est artisan. Elle est en franchise TVA et elle se demandait comment elle devait faire pour des achats, par exemple sur Amazon, hein, qui est un cas un peu particulier. Si tu peux peut-être nous en dire plus sur tous ces achats que nous effectuons en ligne. Oui, mais de manière générale, de toute façon, hein, toutes les factures qui étaient antérieurement disponibles sur les plateformes où on devait se connecter pour aller télécharger ces factures, si ce sont des assujettis belges, eh bien maintenant c'est terminé, ils sont obligés de les envoyer par le réseau PayPal. Et ça pour moi, rien que sur cet aspect-là, c'est une réussite PayPal parce qu'on n'est plus obligé d'aller télécharger ces factures, de perdre son temps à s'identifier sur ces plateformes et d'aller les télécharger. Elles arrivent automatiquement donc par le réseau PayPal. Et donc ça, c'est vraiment un gros progrès. Et donc si on prend les GAFAM, donc il y en a dans plusieurs cas, donc ils sont tenus donc d'avoir des numéros de TVA belges et où elles arrivent par le réseau PayPal. Donc il y a déjà une grosse évolution. Maintenant, donc vous pouvez faire des achats Amazon par exemple sur l'Allemagne ou d'autres pays. Et à ce moment-là, ils ne sont pas encore dans cette obligation, ce cycle-là. Et donc là, vous serez toujours tenu d'aller la télécharger, puisque entre assujettis étrangers, vous n'êtes pas tenu donc hein, de transmettre obligatoirement vers le réseau PayPal. Dans ce cas, vous devrez toujours aller la télécharger et la joindre, enfin joindre ce fichier PDF dans votre flux des factures à traiter pour votre comptable ou votre traitement de comptabilité interne, hein. Voilà. Là. Alors, on a de nouveau, on a beaucoup d'artistes ce soir et de métiers de l'artisanat. On a une céramiste qui est avec nous, hein. Elle est sous le régime des petites entreprises et elle voulait vraiment confirmer qu'elle était bien concernée. Donc, si vous avez un numéro de TVA, oui, la Oui, réponse est toujours oui. Un numéro de TVA belge, hein, pour le moment. oui, c'est ça. À tout le moins en réception, hein. Donc c'est pour ça que pour des métiers au régime de la franchise, donc avec, je vais dire, des revenus qui sont limités et des frais d'exploitation limités, mais c'est clair que Dockel, c'est une belle solution parce que c'est fiable, il y a la question de la conservation du document qui est assurée, donc oui, faites-le. Et puis même aussi, faites-le aussi pour rester compatible avec le reste du monde. Donc non, non, allez-y. Et puis on a Christine qui a reçu un message de son opérateur téléphonique qui lui disait, ça y est, nous allons vous envoyer vos factures par PayPal et elle ne les a pas encore reçues. Peut-être que la communication a été lancée en janvier et ce sera à partir de vos factures février que ça arrivera chez vous. J'imagine que le mystère vient de là. Il y a un Oui, mais petit voilà, décalage peut-être entre la communication et la réalité. bon, on rencontre beaucoup voilà, de problèmes divers et variés. Les champions de la facturation électronique, c'est Proximus justement, hein, qui est quand même l'opérateur téléphonique principal belge, qui eux en fait font la détection de la présence des assujettis et font l'envoi immédiat, quoi. Donc ils sont plutôt assez efficaces et assez toniques avec l'expédition de leurs factures. Maintenant, voilà, d'autres peuvent avoir plus difficile. Euh, J'en profite pour répondre aussi une autre question sur la question de la note de crédit. Une note de crédit est assimilée à une facture, hein. Donc facture et note de crédit, hein, donc, ouais. Est-ce que tu nous confirmes, Eric, que si nous nous rendons sur la plateforme PayPal Directory pour vérifier si on est déjà bien connecté ou pas,
c'est le même numéro pour l'émission de facture et la réception de facture parce que Christine est allée faire un test et elle découvre deux numéros liés à son nom. Oui, c'est possible, hein, parce qu'en fait, vous avez un autre préfixe, donc qui est un numéro de, en fait, un préfixe 2.BE, le numéro de TVA. Et donc, en fait, c'est les deux préfixes belges standards qui sont possibles. Alors, je vais repartager mon écran pour le montrer. Voilà, hein, et je vous remercie déjà pour votre participation. Il est 20 heures, on se laisse Ah oui, encore ok, quelques minutes. Mais il nous reste pas énormément de questions, donc on va prendre quelques minutes ok. pour vraiment pouvoir vous répondre à tous. Et merci de continuer à répondre à l'enquête de satisfaction si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Donc ici, vous voyez, j'ai surligné un numéro d'identifiant PayPal, c'est 9925 2.BE, donc numéro de TVA. Et ici, c'est l'autre cas, c'est 0208 numéro de TVA. C'est la même chose, hein. Voilà. Et donc, vous pouvez être enregistré avec les deux identifiants. Ça dépend du logiciel que vous avez utilisé pour vous enregistrer et la manière dont ça s'est produit. Mais pas d'inquiétude, c'est bien d'avoir l'enregistrement avec deux identifiants comme celui-là, et c'est les deux standards belges qui cohabitent, donc il n'y a aucun souci avec ça. Merci beaucoup. C'est peut-être ce qui s'est passé alors, Christine, quand vous avez testé le système. Alors, on a une question intéressante. Est-ce que les notes de crédit vont passer par PayPal? Oui, oui, hein, je le disais tout à l'heure, hein, j'ai fait une petite parenthèse juste avant. Et donc, en fait, effectivement, les notes de crédit sont bien assujetties à l'obligation du passage par la facturation électronique depuis le 1er janvier. Donc, une note de crédit, c'est comme une facture. Et d'ailleurs, vous pouvez émettre des factures en négatif, c'est considéré comme des notes de crédit, ou émettre une note de crédit. Donc, alors, on a donc une pondération sur un code qui identifie le document comme étant de type note de crédit, mais les deux cas sont visés par l'obligation de passer par le réseau PayPal depuis le 1er janvier. Ok, et puis vous êtes probablement plusieurs ce soir à être dans le même cas que Julie. Vous avez déjà un site d'e-commerce, hein, d'achat en ligne, et vous vous dites, bon, ce serait quand même génial qu'à partir de mon site, il puisse y avoir automatiquement tout ce flux vers PayPal. Est-ce que c'est possible et comment s'y prendre, Eric? Oui, donc on a parlé essentiellement des identifiants et des flux PayPal entrants, mais on peut avoir plusieurs flux donc de facturation électronique sortant. Donc on peut facturer avec son logiciel sous son Windows, on peut facturer avec une plateforme web, on peut facturer également avec son e-commerce. Mais on ne sera en mesure de réceptionner des factures qu'avec une seule plateforme. Donc l'émission, on peut en avoir autant qu'on veut, réception une seule. Et donc, en fait, sur les e-commerce, eh bien, il y a des modules hein, de facturation automatique vers le réseau PayPal qui existent. Ça dépend des e-commerce et des modules, des plugins, si on appelle ça, qui pourront être implémentés sur ces e-commerce pour pouvoir faire ce lien vers PayPal, quoi. Donc, chaque cas est à traiter, où c'est présent sur des WooCommerce, c'est présent sur, voilà, sur des PrestaShop, sur voilà, toute une série d'outils e-commerce qui offrent ces fonctionnalités. Et donc, il faut les activer, les implémenter, donc en envoi. Donc, un petit peu de travail pour les informaticiens ou pour les gens qui s'y entendent. Voilà, alors on avait encore quelques questions vraiment intéressantes qui, je pense, peuvent aider l'ensemble des participants ce soir. Hein, Hélène nous disait qu'elle avait fait un achat dans un magasin type supermarché et il ne pouvait sortir une facture que si elle donnait son numéro de TVA. Donc, si on n'a pas de numéro de TVA et qu'on a besoin d'une facture, est-ce que c'est un cas qui existe? Ou est-ce que si on n'a pas de numéro de TVA, effectivement, ils ne sauront pas nous sortir de facture? Alors, la question de la définition de la facture, qui est reprise à l'article 1 du Code TVA, impose la présence du numéro de TVA. Et donc, au terme que la TVA entend par ce qu'est une facture, il faut absolument un numéro de TVA. Donc, cette question est un peu délicate dans le sens où il s'agit d'une définition en réalité. Et cette définition, si vous êtes assujetti TVA, ben, elle semble naturelle et évidente, mais si vous ne l'êtes pas,
Vous prenez le cas de l'acquisition d'une cuisine, par exemple, vous entendez recevoir une facture pour l'acquisition de votre cuisine dans votre maison, mais vous achetez ça en personne physique, hein, donc vous n'êtes pas assujetti TVA dans ce cas. Bien, ce que vous espérez, c'est quand même avoir une facture en bonne et due forme pour pouvoir faire valoir votre garantie et avoir tous les détails bien clairs et bien complets plutôt que d'avoir un ticket de caisse, je vais dire. Alors, c'est pas vraiment une facture, mais c'est quand même une facture au sens, je vais dire, de la représentation de ce qu'est ce document, mais pas au sens de la TVA. Et donc, en fait, tout ça n'est qu'une question de format. Parce que vous pouvez imaginer en fait une facture avec le numéro de TVA, c'était déjà le cas avant, vous aviez un long ruban ticket de caisse sur lequel il y avait toutes les mentions pour que ce soit repris comme étant une facture avec le numéro de TVA, et c'était bien un numéro de TVA, c'était bien une facture au titre de la TVA, alors que c'était imprimé sous format ticket de caisse, quoi. Et donc, il y a des gens qui étaient interloqués aussi avec ça en disant, mais c'est pas une facture. Mais si, c'était bien une facture. On a le même problème dans l'inverse. Je veux une facture, mais c'est une question de format. Est-ce que tous les articles sont bien pris? Est-ce qu'on a bien un truc complet? Donc oui, c'est une question un peu délicate, oui. Mais il y a, en termes de législation, c'est pas parfaitement défini, en fait. Et puis, on a une presque avant-dernière question de Rodolphe, hein, qui est comptable. Il nous demandait, le self-billing est-il disponible sur toutes les plateformes ou certaines spécifiques? Je te laisse. Alors non, hein. Donc le self-billing, hein, donc c'est le cas de la facturation, l'auto-facturation, hein, donc la facturation des bordereaux. Donc c'est un cas particulier, mais qui est bien plus répandu qu'on ne le pense, hein. Donc les libraires l'utilisent avec la poste, les antiquaires, le secteur agricole. Voilà, donc ça représente quand même des gros chiffres et de gros acteurs économiques sur le territoire. Et donc, tous les logiciels ne sont pas capables de le faire, hein. Donc, je dirais même que peu sont capables de le faire. Chez nous, on a deux plateformes qui sont capables de le faire en envoi et en réception. Et ça, je dirais à Rodolphe, n'hésite pas à prendre contact avec moi sur mon adresse mail. Il me retrouvera facilement. Et je pense que dans le PDF, en fait, il y a toutes mes coordonnées qu'on vous transmettra. Donc, le self-billing cas particulier, oui. Voilà, eh bien, je pense, Eric, que ce webinaire touche à sa fin. Euh, je pense avoir pu parcourir la majorité de vos interrogations auxquelles Eric a répondu avec brio. Si malgré tout, avec un peu de recul, une nuit de sommeil, vous vous rendez compte demain matin que vous avez encore quelques interrogations, le syndicat neutre pour indépendants organise encore des sessions comme celle-ci de questions-réponses, notamment les jeudis et les vendredis qui arrivent. Donc Donc, ce jeudi-ci, hein, donc ce jeudi, il ne faut pas voilà. hésiter à poser des questions, même si vous vous réinscrivez. À ce moment-là, en fait, j'ai aussi le temps de les préparer. Parce que parfois, voilà, on peut me poser une question technique à laquelle j'ai pas ce qu'il faut, donc n'hésitez pas. Voilà, donc nous sommes encore avec vous les prochains jeudis, les prochains lundis pour vous épauler jusqu'au 2 mars. Donc voilà, il reste 3 semaines pour nous poser vos questions. N'hésitez pas, si vous avez un comptable, à vraiment vous aligner avec ce comptable sur quel serait l'outil qui vous conviendrait le mieux. Et puis, Eric a donné aussi de nombreux webinaires sur le sujet qui sont disponibles sur le site du SNI, syndicat neutre pour indépendants, hein, par lequel vous vous êtes inscrit ce soir. Et vous pouvez aller voir les replays, hein. Donc, je voyais certains qui nous remercient, mais nous disent qu'il y a peut-être encore quelques notions à affiner. Les webinaires vont Les replays des webinaires vont vraiment pouvoir répondre à ces quelques détails et peut-être ce contexte qu'on n'a pas pu vous exposer ce soir, puisque c'était avant tout une session de questions-réponses. Donc, je remercie à nouveau, évidemment, Eric, d'avoir partagé son expertise avec nous ce soir. Je remercie Digital Wallonia, l'Agence du numérique, la région Wallonne, et bien sûr le SNI d'avoir organisé cette session. On a été ravis de passer cette soirée avec vous. Vous recevrez dans la foulée des informations complémentaires. Et surtout, comme l'a dit Eric, n'hésitez pas à revenir jeudi, même heure, même lieu, euh, pour aborder des questions complémentaires que nous n'aurions peut-être pas pu
auxquelles on n'aurait peut-être pas pu répondre ce soir. Voilà. Eh bien, à bientôt. Merci Merci. Au à tous. revoir. Belle soirée.